Dans cette série de vidéos, nous allons expliquer toutes les étapes pour déployer la classification en autonomie. Pour rappel, la convention collective a été signée le 7 février 2022 et entrera en vigueur au 1er janvier 2024, sauf pour la protection sociale qui, elle, est en vigueur depuis le 1er janvier 2023. Nous sommes actuellement dans ce qu'on appelle la période de transition, c'est-à-dire que c'est la période entre la date de la signature et l'entrée en vigueur pour permettre aux entreprises de se préparer à la mise en œuvre de la nouvelle classification. Réaliser toutes les actions nécessaires et obligatoires. La première, informer les IRP et les salariés. La deuxième, réaliser une cartographie, qui est une étape seulement recommandée. La troisième, décrire les emplois. La quatrième, transmettre la fiche descriptive d'emploi aux salariés concernés. La cinquième, coter et classer les emplois à l'aide du référentiel d'analyse. La sixième, notifier par écrit aux salariés le classement de leur emploi. Et enfin, formaliser le classement sur le bulletin de paye de janvier 2024. Attention, jusqu'au 31 décembre 2023, c'est bien la classification actuelle qui restera en vigueur dans votre entreprise. Intéressons-nous à la première étape qui est l'information des salariés des IRP. Quand réaliser cette étape dans l'entreprise? La réponse c'est pendant la période de transition qui dure depuis la signature de la convention collective le 7 février 2022 et qui durera jusqu'au 31 décembre 2023. Que dit la convention collective concernant cette étape? Alors, l'article 63.3 qui distingue les entreprises selon qu'elles ont ou non des IRP et selon leur effectif. Pour les entreprises de 50 salariés et plus ayant des IRP, il est obligatoire de procéder à une information-consultation du CSE sur les modalités envisagées pour la mise en œuvre de la nouvelle classification. Pour les entreprises de moins de 50 et ayant des IRP, le CSE, dans le cadre de ses attributions légales, pourra présenter à l'employeur les éventuelles réclamations individuelles et ou collectives relatives à la mise en œuvre de cette nouvelle classification. En revanche, pour les entreprises qui n'ont pas d'IRP, c'est bien à l'employeur de communiquer aux salariés et par tout moyen le support d'information qui est prévu dans le guide pédagogique réalisé de manière paritaire entre l'UIMM et les organisations syndicales signataires. Sur le contenu de l'information consultation, il n'y a aucune précision dans le texte de la nouvelle convention collective. Aucune rubrique obligatoire. La plupart des entreprises ont prévu de présenter lors de leur information consultation les points suivants. Le premier, c'est une présentation assez synthétique du futur système de classification. L'objectif, c'est d'expliquer aux membres du CSE comment fonctionne ce futur système. Ensuite, un planning qui reprendra les différentes étapes obligatoires qui sont prévues par le texte à réaliser avant l'entrée en vigueur au 1er janvier 2024. A minima, il conviendra de définir le calendrier de l'étape de description, ainsi que pour celle de l'évaluation des emplois, autrement dit la cotation. Ces deux étapes sont en effet au cœur du déploiement du futur système de classification des emplois. L'idée, c'est de pouvoir présenter au CSE dans les grandes lignes comment ces étapes seront organisées dans l'entreprise. À noter que cette information consultation porte sur les modalités envisagées. Il n'est donc pas nécessaire que le plan de déploiement ou son calendrier soit complètement figé. Il pourra évidemment évoluer et être affiné au fur et à mesure des étapes réalisées. Aussi, il est possible de prévoir avec le CSE des points d'étape ou la création d'une commission de suivi pour les plus grandes entreprises. En règle générale, associer les IRP dans ce suivi permettra d'anticiper leurs éventuelles réticences à porter et accompagner ce projet dans l'entreprise. Enfin, il existe une certification qui permet d'attester la connaissance de la méthode de classement. Cette certification n'est pour autant pas un prérequis pour participer à la description, à la cotation des emplois. Cette certification est ouverte aux entreprises et aux salariés. La deuxième étape, c'est la cartographie des emplois. Alors, cette étape n'est pas obligatoire dans la convention collective, mais néanmoins, elle est fortement recommandée avant de pouvoir passer à l'étape suivante. En fait, avant même de pouvoir décrire les emplois, il conviendra de lister tous les emplois de l'entreprise. Et pour cela, nous vous accompagnons dans cette étape, dans la réalisation de votre cartographie des emplois. Cette étape-là, elle permet déjà de faire un bilan sur les pratiques actuelles de classification, pour pouvoir identifier d'éventuelles incohérences de classification existantes. Aujourd'hui, sur un même emploi, on ne peut pas avoir deux titulaires qui auraient un coefficient différent. Ainsi, il conviendra d'identifier la cause de cet écart. S'agit-il d'une erreur, d'un sur- ou sous-classement? Est-ce qu'il
s'agit d'un historique qui reflète éventuellement peut-être la reconnaissance d'un salarié via un coefficient supplémentaire. Autre chose, ça permet de valider avec l'entreprise les emplois qui seront ensuite à décrire et puis à coter. Cette étape est très structurante car elle permet de repenser les intitulés des emplois et de voir si peut-être certains pourraient être regroupés en un seul ou si à l'inverse, un emploi devrait être dissocié en deux emplois bien distincts. C'est une fois cette étape validée par la direction que la phase de description peut démarrer. Shaker peut réaliser avec vous cette étape de cartographie des emplois. Faisons un focus maintenant sur la description des emplois. Dans la convention collective, cette étape est une étape obligatoire pour déployer le futur système de classification dans l'entreprise. Cette phase, elle intervient généralement après la phase d'information aux salariés et aux CRP du nouveau dispositif. La mise en place de la nouvelle convention collective, et en particulier du nouveau système de classification des emplois, prévoit, contrairement au système actuel, une obligation pour l'employeur de décrire l'ensemble des emplois de son entreprise. Les entreprises vont devoir ainsi élaborer des fiches descriptives d'emploi. Ces fiches emploi ont pour objectif de permettre la cotation de l'emploi. L'entreprise demeure libre de pouvoir rédiger, comme elle le souhaite, sa fiche emploi. Il n'y a pas de formulaire unique exigé. Cependant, et afin de faciliter le travail de cotation, la fiche descriptive d'emploi, rédigée obligatoirement en français, devra comprendre notamment certaines informations. La première, elle devra comprendre la description des activités significatives de l'emploi, c'est-à-dire des activités qui caractérisent et qui définissent le périmètre de l'emploi. On vous conseille d'en lister ici entre 10 et 15 maximum afin d'éviter l'énumération de micro-tâches ou de modes opératoires qui n'auraient pas d'impact sur la cotation. Aussi, dans la fiche, on ne précisera pas les missions exceptionnelles et qui ne sont pas récurrentes. En second lieu, la fiche descriptive d'emploi devra comprendre la description de la nature, du périmètre et des activités exercées dans le cadre de l'emploi, c'est-à-dire les responsabilités et les moyens humains, matériels ou budgétaires pour atteindre les objectifs. Et enfin, la fiche devra comprendre la description des relations de travail, à savoir la place de l'emploi dans l'organisation, les types d'interactions, que ce soit internes ou externes, qui sont nécessaires à la bonne exécution de l'emploi. Shaker vous accompagne pas à pas dans cette difficile étape de rédaction des fiches. Pour certaines entreprises, il existe déjà des fiches et des éléments qui peuvent faciliter cette rédaction. Nous vous proposons la rédaction et la mise en forme de ce document et ainsi des modèles de support de fiches. Shaker pourra vous former et vous accompagner dans la rédaction de certaines de vos fiches. Ainsi, vous pourrez bénéficier de nos conseils pour votre rédaction pour appréhender certaines situations que vous pourrez ensuite dupliquer seul. Un accompagnement clé en main ou une formation action, c'est vous qui choisissez. Une fois ces fiches rédigées, l'entreprise a l'obligation de les transmettre aux salariés à des fins de consultation. Chaque salarié aura donc connaissance du contenu de la fiche descriptive de son emploi. D'un point de vue juridique, l'entreprise n'a aucune obligation de recueillir l'avis du salarié ni d'en tenir compte. Mais l'enjeu opérationnel sera d'avoir une fiche descriptive d'emploi au plus proche du contenu réel de l'emploi. Sur la base de cette fiche qu'aura lieu ensuite la cotation. Cette fiche ne doit surtout pas être signée par le salarié. Cela lui donnerait un caractère contractuel. Il est nécessaire pour les entreprises de prouver par tout moyen d'avoir bien transmis cette fiche aux salariés. On peut prévoir par exemple une feuille d'émargement qui atteste que chacun a bien reçu sa fiche, un accusé de réception de mail. Dernier point concernant cette fiche descriptive d'emploi, elle devra être mise à jour lors des entretiens professionnels obligatoires qui sont prévus tous les 2 ans. En effet, pour ne pas pouvoir figer les contenus uniquement au 1er janvier 2024, il a été prévu que l'entreprise et le salarié vérifient à intervalles réguliers la bonne adéquation entre le contenu de la fiche descriptive d'emploi avec la réalité, sans pour autant que cela crée une obligation de révision. Mais c'est bien le réexamen qui est obligatoire. Enfin, si le contenu de l'emploi venait à évoluer de manière significative, la fiche évidemment devra être revue, toujours dans l'objectif qu'elle reflète le contenu du travail réel. Sur la base des fiches descriptives d'emploi, nous allons à présent évoquer la méthode de cotation et de classement des emplois qui est prévue dans la nouvelle convention collective. Dans la métallurgie, à partir du 1er janvier 2024,
La méthode s'appuie sur la description des emplois qui est faite à l'étape précédente. Cette méthode a été testée dans de nombreuses entreprises de toute taille pour être sûr qu'elle fonctionne. La description de l'emploi est analysée à travers 6 critères classants et sur une échelle d'exigence de 10 degrés de 1 à 10. Voici l'outil qui est au cœur du futur système de classification et qui permet d'analyser et de coter l'ensemble des emplois. Voici les 6 critères expliqués rapidement. Le premier, c'est la complexité de l'activité. Quelle est la nature des problèmes à résoudre et les solutions à mettre en œuvre. Deuxième critère, les connaissances. Quels savoirs et savoir-faire sont requis dans l'emploi. Troisième critère, quelle latitude d'action et de décision sont nécessaires. Le quatrième, la contribution. Dans quelle mesure les actions et décisions influencent le fonctionnement de l'entreprise. Le cinquième, l'encadrement ou la coopération. L'emploi nécessite-t-il d'encadrer une équipe, de gérer un projet ou bien une simple coopération? Et enfin, dernier critère, la communication. Quel type d'échange faut-il assurer et avec quels autres emplois et interactions? Pour chaque critère, sur la base de la fiche descriptive d'emploi, on évalue l'emploi à travers chacun des 6 critères. On lit les définitions à partir du bas et on positionne l'emploi sur le degré d'exigence le plus approchant, là où la définition correspond le mieux au contenu de l'emploi. Cotation de l'emploi est la somme des degrés retenus, c'est-à-dire qu'on retient 2 points pour le degré 2, 5 points pour le degré 5, 9 points pour le degré 9. On fait la somme et on obtient un résultat global, ça s'appelle la cotation. Quelques remarques sur ce référentiel. Il n'y a pas de pondération, c'est-à-dire qu'aucun critère ne pèse plus lourd que les autres. Tous les critères ont la même importance. Les 6 critères classants sont indépendants les uns des autres et offrent une vision à 360 degrés de l'emploi. Ce référentiel est conçu pour analyser le contenu de tous les emplois. À travers les 10 degrés, on couvre vraiment toutes les situations possibles d'un emploi. Attention à la manière de coter. Il faut de la place pour tous les emplois, des emplois avec une simple exécution jusqu'aux emplois qui relèvent de la direction générale par exemple, voire même le dirigeant lui-même s'il est salarié. En ciel, il est accompagné d'un glossaire qui a été validé par les signataires de la convention collective. Il va fournir toutes les définitions globales des 6 critères classants, mais aussi des termes qui sont en italique dans le référentiel. À retenir pour cette vidéo, le référentiel il permet de coter tous les emplois de l'entreprise, que ce soit des emplois cadres et non cadres. Il comporte bien 6 critères classants et 10 degrés d'exigence pour chaque critère. Ce référentiel, c'est un point important, il a été construit paritairement, c'est-à-dire par l'UMM, l'organisation patronale de la métallurgie, et les organisations syndicales de salariés. Il est inclus dans le texte de la convention collective. Une attention particulière à la manière de coter. On n'évalue pas le salarié et la manière dont il tient son emploi, ni ses compétences ou son ancienneté, mais le contenu de l'emploi qu'il occupe. Pour s'aider, on peut se demander quelles sont les activités que l'entreprise souhaiterait pour cet emploi sans penser au titulaire de l'emploi. Une fois la cotation effectuée, il faut effectuer le classement de l'emploi. Cette partie est très simple et rapide et ne prendra que quelques secondes. Il suffit de reporter le nombre de points obtenus avec la cotation sur l'échelle unique de classification. En fonction de ce résultat, on obtient une classe d'emploi et un groupe d'emploi. Le tableau comporte 18 classes d'emploi qui sont désignées par un chiffre, qui sont regroupées elles-mêmes en 9 groupes d'emploi désignés par une lettre. Ce sont les 18 classes qui renvoient aux 18 salaires minimums conventionnels. Une fois la cotation et le classement définis, l'entreprise a encore une obligation, celle de notifier par écrit et à chaque salarié le classement de son emploi. Dans le délai d'1 mois à partir de cette notification, le salarié peut adresser à l'entreprise une demande d'explication concernant le classement qui a été retenu. En réponse, dans le délai d'1 mois suivant cette demande, l'employeur indique au salarié, par tout moyen, le degré retenu pour chaque critère classant. La réponse peut notamment avoir lieu à l'occasion d'un entretien entre le salarié et l'employeur ou son représentant. Il est donc essentiel de garder trace des cotations des emplois effectués. Shaker vous accompagne aussi dans cette étape puisque nous mettons à votre disposition un modèle de courrier. Une fois toutes les étapes réalisées, c'est-à-dire après l'élaboration de fiches descriptives d'emploi, après avoir coté et classé les emplois, puis communiqué aux salariés,
L'entreprise doit formaliser cette nouvelle classification sur le bulletin de paye à partir de janvier 2024. En effet, à partir de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention collective, la nouvelle convention collective actuelle n'existera plus. Ainsi, il ne faudra plus en faire mention sur le bulletin de paye. Il est donc nécessaire que les entreprises s'adressent à leur éditeur de paye rapidement afin de préparer ce changement. Shaker peut aussi vous accompagner dans la gestion de votre paye.